Avec nous ce matin, Jean-Claude Combe. Jean-Claude Combe, tout le monde connaît évidemment dans nos secteurs. Il est l'homme du vélo et il est l'homme qui a organisé combien de compétitions dans notre secteur avec, tout le monde s'en souvient, les fameuses montées du ballon. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, on va parler de quoi ce matin, aujourd'hui? C'est du Tour de France. Voilà, c'est d'actualité, c'est le jour du départ. On est peut-être même un peu en retard pour en parler puisque presque, les coureurs vont être partis avant nous. Sont partis. Mais c'est la première étape aujourd'hui et il y a un parcours qui est jugé quand même comme un très grand parcours. Mais c'est vrai que tous les ans maintenant sont de très grands parcours parce que l'équipe, notamment Thierry Gouvenou, qui fait le parcours, on va dire, en grande partie, ils sont très forts et ils font vraiment des tours qui permettent d'animer la course. Ouais, c'est une volonté des organisateurs. C'est vrai que c'est très difficile quand on regarde dans le détail. Si en plus on connaît un peu les régions et les contrées traversées, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles vallées et cols qui sont empruntées et qui amènent des difficultés qui vont amener une sélection qu'il faut surtout souffrir les plus fragiles en montagne. Et oui, évidemment. Alors le parcours, tu le juges quand même donc comme difficile. Oui, il est très difficile. Alors, dans ce qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui, c'est le parcours et également les forces en présence qui vont animer tout ça. Alors là, parler des favoris. Évidemment, c'est un peu facile, le favori quand même. Il y a vraiment des têtes qu'on va pas pouvoir éviter. Non, c'est peut-être un peu dommage puisque dans tous les événements sportifs, c'est le suspense qui tient le public et on se demande cette année comment on va réussir à se motiver pour suivre tout ça, bien que le combat entre les deux principaux leaders va sans doute se poursuivre une grande partie du tour avant que ce soit décidé. Mais bien entendu, notre Slovène Pogačar qui est quand même le grand favori. Oui, sur le début de saison, c'est certain. Sur le début de saison, il n'y a pas photo. Maintenant, le Tour de France, c'est un événement pour lequel les coureurs se préparent particulièrement, enfin surtout ceux qui veulent figurer sur le podium ou à la première place. Vingegaard, lui, c'est son challenge annuel. On le voit très peu sur les autres courses, on le voit un peu. Lui, son top niveau, il doit être aujourd'hui. Il faut pour lui qu'il ait réussi sa préparation. Si c'est le cas, il est au niveau de Pogačar. Et le duel pourra avoir lieu. Et lequel va gagner, j'en sais rien. Est-ce qu'il pourrait y avoir un coureur qui émerge? Oui. J'avais justement noté d'en parler puisque heureusement, il y a quand même des grands champions, alors qui sont véritablement de grands champions, mais ils se trouvent un peu dans l'ombre de ces deux phénomènes. À d'autres époques, ils auraient même dominé, je pense. Mais bon, à ce moment, ils sont un peu en retrait. Mais la course reste quand même indécise puisqu'il y a beaucoup d'éléments, on va en parler, qui peuvent changer la donne et il y a d'autres coureurs qui peuvent prendre le relais. La grosse difficulté, il faut être bon en montagne, il faut être bon sur la route, il faut être bon contre la montre, sinon on perd du temps. Oui, le tour, il faut être parfait et que la course se déroule parfaitement. Il n'y a pas le moindre problème remet en cause vu le niveau des coureurs. Alors, on parlait tout à l'heure, évidemment, du parcours. Le parcours, il va être très exigeant. Pourtant, si on regarde sur le papier, c'est 3300 km. C'est peu. C'est peu par rapport aux tours qui ont été proposés dans les années 20, par exemple. C'était des tours qui faisaient 2000 km de plus. Le Tour de France, carrément, quoi. Oui, on faisait le Tour de France en bien moins d'étapes. Avec des vélos qui étaient des vélos de course, mais loin d'être aussi performants. Les moyennes étaient moins performantes, mais je pense que les efforts se valaient. C'était moins pointu, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on est sur le fil du rasoir, que ce soit pour les hommes ou le matériel, ce qui présente aussi des dangers. Tu as noté 3338 km, t'es sûr que t'as pas oublié 500 mètres, non?
Si, j'ai oublié 500 mètres, mais bon, C'est bien ce qui me on va semblait. pas chipoter. Avec un dénivelé de 52 500 mètres. Oui, alors c'est quand même impressionnant. 52 km de dénivelé, c'est énorme. C'est énorme. Alors, on parle aussi il y a d'autres classements, il y a d'autres maillots, il y a le maillot vert, il y a le maillot à poids, il y a des maillots là. Et pour le maillot vert, il va y avoir une belle bataille, parce qu'il y a quand même un bon paquet de sprinters, hein. Oui, ça c'est un challenge qui intéresse une partie des équipes qui ne viennent exclusivement que pour le maillot vert, qui reste un challenge intéressant, secondaire certes, et qui permet à d'autres équipes de figurer brillamment sur ce Tour de France, mais difficilement parce que il y a quand même dans ce domaine quelques cracks. On peut en citer quelques-uns qui sont quand même un petit peu largement au-dessus des autres, comme Jonathan Milan. Moi, j'en fais largement le favori. Ou Tim Merlier. Ah Donc, oui, les deux là, je crois que très fort en ce moment, hein, très le fort. Belge. Ça va être très. Mais il y a aussi Philipsen. Philipsen, c'est pas. Faut pas l'avoir en face dans un sprint. Il y a Van Aert, il sera toujours là. Van Aert, il est extrêmement véloce. Ça peut. Il a aussi la possibilité d'être présent sur toutes les étapes, même montagneuses. Donc des points, il peut en chercher partout. Premier résultat ce soir. Oui, et il y a aussi l'Africain Girmay qui a quand même été ramené une fois le maillot vert. Et pour l'Érythrée, une première évidemment. Oui, Il sera le seul d'ailleurs. Bon, lui, il y a quand même, c'est une valeur sûre. Il aura beaucoup de mal. Alors, le Français Demar aura sans doute encore plus de mal. Il a souvent raté le Tour malheureusement quand il était très fort. Quand il aurait pu le gagner, son équipe n'a pas misé sur lui. Maintenant, il doit un petit peu regretter. Il va quand même essayer de claquer une étape, j'espère. Et après, pour les sprinters, il y a aussi quand même la montagne. Quelquefois, ils n'arrivent pas à la passer, ce qui fait qu'évidemment, ça change. Tout le monde ne sera pas à l'arrivée. Hein, ça, c'est sûr que faut déjà. Surtout par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la difficulté particulière de la montagne cette année fait que les délais seront difficiles à être respectés, et puis certains vont terminer peut-être dans le balai, ça malheureusement pour eux. Mais ouais. Alors Jean-Claude. Ce que je voulais, ce qu'on doit ajouter évidemment, c'est que là on fait des suppositions qui sont très hypothétiques, puisque en fait le maillot vert, vu la domination que vont proposer sans doute les deux principaux favoris, les victoires qui peuvent être accumulées par eux en font des favoris tout de suite, hein, puisque je pense qu'ils vont laisser que des miettes malheureusement à tous les autres. Et là, sur les victoires possibles pour eux, c'est autant de points qui vont s'accumuler, quoi. Et alors les étapes clés. Après Les étapes clés. Oui, les étapes clés. Alors, le Tour de France, il va se décider sur à peu près la moitié des étapes. Hein. Il y a beaucoup d'étapes qu'on pourrait considérer comme des étapes de liaison. Elles seront la plupart du temps réservées aux sprinters. Par contre, pour le challenge du classement général, je crois que j'ai dû noter une dizaine d'étapes où les choses vont se décider, quoi. Ouais, évidemment, ouais. Alors, la première, ce sera le mardi 8, une étape alors qui ne paraît pas extrêmement difficile, Amiens-Rouen. Amiens-Rouen, on pense que c'est plat, vu d'ici. Ça l'est effectivement globalement. Seulement, cette étape, j'ai regardé dans le détail, elle présente une succession de difficultés dans les derniers 50 km aux abords des côtes de Seine. Alors, c'était les terres d'entraînement de Jacques Anquetil. Jacques Anquetil, évidemment. Et cette région, elle offre des côtes extrêmement difficiles. Voilà, les raidillons. Extrêmement difficiles. Les raidillons, comme on dit. Voilà, hein, des raidillons. Bon. Et ça a été judicieusement proposé dans les 50 derniers kilomètres. Ce sera la première étape
où il y aura quand même une grosse pression à l'arrivée. Alors pour Van Aert, c'est à mon avis taillé pour lui, mais il n'y a pas que lui. Je pense que les sprinteurs, évidemment, les meilleurs qui passeront les bosses seront encore là. Donc ce sera une étape, elle sera pas décisive évidemment, mais elle va déjà positionner un maillot jaune assez solide, et éliminer même peut-être quelques favoris. C'est possible, parce que ça va être compliqué. Alors ensuite, la prochaine, celle qui suivra, ce sera la fête nationale le 14 juillet. Et on sera dans le Massif central, une sorte de classique entre Clermont-Ferrand, c'est Enza en l'occurrence au départ, et le Mont d'Or. Donc on va traverser le parc des volcans. Alors là, c'est des journées extrêmement pénibles et difficiles puisqu'il y a pas de plat. La course va se dérouler tout le temps sur des côtes quelquefois difficiles. Des routes difficiles dans le sens où c'est des montées sans fin qui ne paraissent pas, sans trop d'horizon. Je connais un peu le coin. Et ça va durer sur 165 km. Là, il va se passer quelque chose, c'est sûr, avec une arrivée au Mont d'Or. Je pense qu'elle est cochée pas mal, elle est cochée par les Français parce que c'est le 14 juillet, mais je ne suis pas sûr du tout qu'on va leur laisser la possibilité de s'exprimer, parce que là, le général, il va déjà pour beaucoup de coureurs. Même ceux qui vivent pas la première place, ce sera l'occasion de se positionner correctement pour la suite. On va pas en faire un fromage. Hein. Voilà. Et le jeudi, on passe, je crois, au jeudi 12. Hein. Après, le jeudi 12, on arrivera la 12e étape. Ce sera le jeudi 17. Oui, jeudi 17. Le jeudi 17. On ne fait pas en marche arrière. Donc là, on sera déjà dans les Pyrénées. Au Takam, bon, c'est des départs, des arrivées qui sont souvent cités. Une étape de 180 km qui sera également la première étape vraiment difficile. Vraiment difficile. Alors, il y a 2 étapes difficiles dans les Pyrénées. Généralement, les coureurs de général n'en choisissent qu'une sur 2 pour vraiment se battre. Et je pense que ce sera la deuxième. La deuxième, le samedi 19, l'étape 14. Pau-Luchon, donc c'est pareil, Pau-Luchon, c'est des lieux emblématiques des départs et arrivées de Tour de France. 182 km. Là, il y aura le Tourmalet, l'Aspin et Perresourde la même journée avec l'arrivée à Luchon en altitude. Donc, celle-là, elle est épouvantable. Celle-là, elle est vraiment épouvantable. Et on sera en fin de deuxième semaine, pour ainsi dire. Oui. Après, on va avoir une autre étape mythique dans la foulée, mais la fête nationale belge, ça doit être le 21, si je ne me trompe. Là, ça sera très dur. Mais je crois que c'est une journée de repos, donc ça ira. Et mardi 22. Alors, le mardi 22, c'est le Mont Ventoux. Alors, le Mont Ventoux, une étape de 171 km. Voilà, dans la moyenne des étapes du Tour de France cette année. C'est le plat. Bon, il peut y avoir des problèmes, des difficultés liées au Mistral avant. Hein, ça c'est vu que les coureurs doivent partir de Nîmes ou dans ces coins-là. Mais la vraie difficulté, évidemment, c'est le Ventoux. Et le Ventoux au soleil, c'est épouvantable, quoi. Voilà. Donc, il y aura sans doute une étape avec une échappée, mais une échappée qui verra son avance fondre tout le long de la montée, quoi. Ah oui, ça c'est à peu près sûr. Et bon, là, c'est une montée où les plus forts s'expriment. Et là, voilà. Avant les Alpes, je pense qu'ils vont essayer quand même déjà d'assurer la place et puis grignoter ce qu'ils pourront, quoi. Et après, direction les Alpes. Après, direction les Alpes, avec des étapes de transition, bien sûr. Une étape difficile, l'étape du jeudi 24. Très, très difficile, d'ailleurs, puisque elle va proposer l'école du Glandon, de la Madeleine,
et le col de la Lose, donc qui culmine à 2300 mètres. Alors là, c'est franchement pas de la rigolade. Ah, faut pas glander, hein. Là, je sais pas comment ça va se passer, mais ça se passe souvent très mal pour certains. L'altitude, en 3e semaine, ça pèse très lourd sur les organismes. Et il faut vraiment avoir fait un parcours sans avoir utilisé toutes ses réserves pour pouvoir encore s'exprimer sur des étapes comme ça. Alors, si toutefois il y avait encore un peu de suspense, il y aurait encore eu une étape le lendemain entre Albertville et La Plagne, une étape très courte de 130-129 km. Voilà, donc je pense pas qu'il soit encore utile d'utiliser les difficultés de cette dernière journée de montagne. Je crois que tout sera fait avant. Oui. Mais en tout cas, s'il fallait, il resterait les saisies, le col de Roseland et la montée à Plagne, à plus de 2000 mètres à La Plagne, pour encore essayer de renverser la situation. Mais je crois que ce qui sera un peu tard. Oui. Attention quand même aux huissiers. Et puis là, dans tout ça, il y a quand même 2 contre-la-montre qu'il ne faut pas oublier. Il y a 2 contre-la-montre. Alors, il y en a un qui va pas faire, qui va positionner un peu le classement général. La première à Caen, mais la deuxième, par contre, elle va faire mal puisque c'est une montée à Loudanvielle de 11 km. Elle est très très difficile. Donc là, forcément, c'est les coureurs qui n'ont pas de talent de grimpeur et qui prétendent au général seront en grande difficulté. Voilà, donc autour de Caen la première et je crois qu'on va jusqu'à Bayeux. Alors je fais appel à toute la famille là. Hein. Bon, après, les forces en présence, on a un petit peu parlé tout à l'heure déjà sur les 184 coureurs. Il n'y en a pas tellement qui peuvent gagner. Non, si on prend la liste, alors ce qui a de particulier cette année, ce qui va poser peut-être aussi quelques problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de néophytes sur ce Tour de France. Je crois qu'il y a même pas un tiers de coureurs chevronnés sur 184 partants. Ça peut poser quelques problèmes, même au niveau des chutes, etc. Vu l'engagement et l'expérience qu'il faut pour faire participer à ce genre d'événement. Dans les 10 équipes qui sont dominantes, on peut dire, qui peuvent amener avec elles un leader capable d'amener le Tour de France, voilà, on n'a pas une quinzaine de champions à retenir, à cocher sur la liste. Alors, une liste qui est quand même impressionnante, puisque on a tous les continents sont représentés sur le Tour de France. Je pense que c'est la seule course au monde qui arrive à faire ça. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que nous avons cette année, si je ne me trompe, le championnat du monde qui se déroulera au Rwanda. Ah, c'est possible, oui. Et oui, tous les continents. Donc même l'Asie qui n'est pas a priori une terre de cyclistes. Alors pourtant c'est eux qui font les vélos, donc je ne comprends pas trop. Ils font tout. Ils doivent avoir trop confiance en leur cadre, je crois. C'est ça. Mais il y a quand même le Kazakhstan qui est un pays, on peut dire, c'est l'Asie déjà, c'est l'Asie. Donc l'équipe kazakh, là, est quand même présente sur le Tour de France. Donc tous les continents ont ou une équipe ou des coureurs sur ce Tour de France. Alors les coureurs leaders pour le général, bon évidemment il y en a deux qui sont au-dessus du lot et qui vont livrer bataille. C'est ce que tu mets en première ligne. Hein. C'est très difficile. Moi, je mettrais Vingegaard parce que je soutiens celui qui relève le défi en quelque sorte. Pogačar est trop au-dessus du lot depuis le début de la saison. Ce serait bien quand même qu'un autre coureur soit à hauteur de mettre un terme à cette suprématie.
Vingegaard, on connaît son talent, sa volonté. Voilà, c'est un coureur extrêmement courageux. Et je pense que grâce à lui, on peut au moins avoir une course, parce que sinon, il n'y en aurait plus tellement. Cette épreuve serait dominée outrageusement par l'équipe UAE. Alors, il y a d'autres coureurs qui vont courir au moins pour la 3e place, en espérant toujours la première, mais bon. Roglic, par exemple, Roglic qui est quand même une valeur sûre, très sûre, mais bon, l'âge touche un peu, lui fait toucher un peu ses limites, les chutes aussi, donc pour lui. Mais Roglic, je pense que c'est un coureur qui peut être sur le podium, qui devrait normalement être sur le podium. La course, elle la décidera pas aussi facilement que ça. Vingegaard aura aussi, et Pogacar aura aussi comme adversaire Evenepoel, qui est cité par pas mal de médias, mais 3e l'an dernier quand même. Hein. Oui, je pense qu'il aura du mal parce qu'il n'a pas le talent suffisant pour la haute montagne. Ouais. Haute montagne. Par contre, il y a un coureur parmi les outsiders que je mets avant les autres parce qu'il est extrêmement solide. Il a déjà l'expérience du Tour de France, c'est l'Allemand Florian Lipowitz. Voilà, je pense que toute l'Allemagne attend après lui et il est très fort. Bon, on verra. Ben oui, au moins avoir des nouveaux coureurs européens qui relèvent le défi. Alors il y en a quelques autres qui sont là pour le podium. Jorgensen, l'Américain, je crois que c'est un Américain, si je ne me trompe, j'en suis même pas très sûr. Rodriguez sera là aussi. Almeida, il est taillé pour être un leader. Hein. C'est un coureur qui pourrait gagner le Tour de France. Mais bon, il est au service de Pogacar. Donc. Oui, donc là, ça n'ira pas. Skelmose sera dans le coup, ça c'est à peu près sûr. Et Ben O'Connor, bon, c'est des coureurs, c'est des valeurs sûres, quoi. Oui, à condition qu'ils soient là tous les jours, c'est souvent un problème aussi. Ah ben, c'est ça. Alors les Français dans tout ça, Bernard Hinault disait ce matin, je voudrais bien qu'un Français gagne. Là, Bernard, il va remballer. Hein. Oui, je pense qu'il doit un petit peu s'impatienter parce que là, on n'a plus de leaders qui puissent réellement faire rêver. Il y a beaucoup de jeunes, sans doute assez très talentueux, mais aucun qui est le niveau pour aller chatouiller les meilleurs. Bon, c'est vrai que malheureusement, Alaphilippe a eu des incidents dans sa carrière qui ne lui ont pas permis de s'exprimer au moment où il était le plus fort. Maintenant, il est toujours là. Mais bon, s'il arrive à gagner une étape, ce sera bien le maximum, je pense. Ah, parce que lui aussi, donc, dans la montagne du Mal, même s'il habite la principauté d'Andorre et qu'à plus de 2000 mètres, il peut s'entraîner facilement, mais bon. Oui, non, mais ça reste une valeur sûre, mais les années, vous savez, les années, elles comptent. Les années passent et si on rate au moment où les possibilités sont là, après, c'est trop tard. Hein. Alaphilippe, je crois, il a 33 ans. Son copain Pinot, en retraite depuis un petit moment. Donc, les Français, la valeur la plus sûre, c'est Guillaume Martin. Mais Guillaume Martin, il court pour être dans les 10 premiers. Et s'il y arrive, ce sera déjà bien. Voilà. Donc, les autres, ils vont courir pour gagner une étape. Ou, comme Lenny Martinez, pour ramener le maillot à poids. Ouais. Donc ça, il le fait avec l'ambition de le ramener, mais sans trop rêver, parce que, comme je disais tout à l'heure, les leaders du classement général vont rafler tous les points, parce que les points les plus intéressants sont attribués dans les étapes de montagne, et les points sont doublés. Donc c'est le vainqueur d'étape qui engrange. Et le vainqueur d'étape, généralement, dans ces étapes-là, c'est les leaders du général. Donc, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. On revient pas sur le classement en points, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, finalement, on a un petit peu devancé.
Mais donc c'est le maillot à pois rouge, et ça c'est quand même finalement l'une des difficultés du Tour de France. Oui, mais c'est vrai que je pense que Lenny Martinez va un petit peu faire rêver les Français, au moins sur ce challenge. C'est le seul qui resterait. Bon, maintenant il est un tout petit peu jeune, mais il faut espérer que les leaders vont le laisser un petit peu aller glaner des points dans les premiers cols. Voilà, nous avons fait une partie du Tour, Jean-Claude. Maintenant, il y a toujours les aléas, la météo. C'est ça, oui. Donc là, on fait des plans sur la comète, si on peut dire. On parle de ce qui pourrait se passer. Après, il y a quand même des choses, des renversements. C'est pendant tous les Tours de France, mais il reste des inconnus qui sont liés surtout à la météo. Et dans des étapes dantesques, où qu'elles soient, sur le long de l'Atlantique ou dans les Pyrénées ou les Alpes, le long de l'Atlantique, quand il y a le vent, ça devient extrêmement piégeux, extrêmement difficile, et tout peut arriver. Tout peut arriver, donc on se voit souvent. Et ça change tout. Et ensuite, dans les étapes de montagne, si l'orage se met de la partie, que la route devient glissante, pour certains coureurs descendre les cols, ça devient impossible. Enfin, ça change tout. Ça change tout et ça peut bouleverser le classement général, tout simplement. Merci Jean-Claude d'être venu aujourd'hui sur Radio des Ballons. Le Tour, c'est parti, et vous pouvez le suivre sur France Télévisions. L'étape du départ à l'arrivée, tous les jours. Et même, vous pouvez aller chercher sur Internet différentes caméras pour suivre avec une seule caméra une partie du Tour. C'est devenu aussi tout à fait exceptionnel. Quand moi j'étais petit, je regardais où étaient les caméras et tout. Je faisais mon plan de la télévision. C'est maintenant devenu impossible tellement il y a de caméras, de matériel sur place. Ah oui, d'accord. Merci Jean-Claude, et à très bientôt.